Sur la CRTV, station régionale de l'extrême nord, Jeux et enjeux. Jeux et enjeux, une émission qui analyse les grands enjeux géopolitiques et stratégiques contemporains. Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux et enjeux consacrés cette semaine aux jeux des puissances des pays occidentaux, France, États-Unis, Royaume-Uni ou même l'Union européenne contre le terrorisme en Afrique. Ce sont des jeux ou même des grands jeux aux enjeux multiples. Pour des raisons idéologiques, sécuritaires, mais aussi et surtout géoéconomiques et géostratégiques, notre continent se trouve aujourd'hui au cœur des guerres internationales contre le terrorisme. Mais la manière dont elles sont menées est sujette à débat. Guerre de l'Occident contre le terrorisme en Afrique ou le prétexte géostratégique, quels sont les enjeux d'une guerre qui semble s'éterniser? Quelles leçons pour l'Afrique de la défense? Voilà entre autres nos questions. On en parle avec le docteur Yaya Ntiang-Jemyi, historien spécialiste des questions de sécurité en Afrique centrale. Bonjour, docteur Yaya. Bonjour, monsieur Abdias. Merci bien d'être avec nous encore cette semaine. Le second invité, le docteur Fabrice Noah, politologue, spécialiste de la géopolitique des ressources naturelles, auteur avec le professeur Chetouacho Conte de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. Bonjour, docteur Fabrice Noah. Bonjour, Abdias. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. On démarre cet entretien avec cette question. Comment traduire que l'Afrique devienne aujourd'hui un terrain de guerres internationales contre le terrorisme? Docteur Fabrice Noah. Je pense que l'Afrique aujourd'hui est un terrain de guerres internationales contre le terrorisme parce que il faut pas ignorer le fait que l'Afrique aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, c'est la nouvelle frontière. Ça veut dire que c'est l'espace à conquérir, c'est l'espace à dominer. J'ai même l'impression que pour qu'une puissance aujourd'hui s'affirme comme une puissance internationale, une puissance décisive, il faut d'abord qu'elle vienne faire ses preuves en Afrique. Et donc effectivement, vous allez vous rendre compte que toutes les puissances, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient mondiales, viennent se faire les armes ici en Afrique. Donc c'est vraiment un terrain de jeu pour ces puissances, il faut le reconnaître au-delà de la question de la lutte contre le terrorisme. Alors, docteur Yaya Ntiang-Jemyi, la guerre de l'Occident contre le terrorisme en Afrique est-elle un prétexte géostratégique? L'Afrique aujourd'hui est au centre des enjeux internationaux, non seulement sur le plan terroriste, mais également sur le plan des ressources naturelles. Voilà où se trouve donc l'intérêt de votre question, si c'est un prétexte ou pas. Or, nous savons donc que aucune puissance ne peut s'engager sur un terrain de conflit si elle n'a pas au préalable d'identifier ou définir ses intérêts stratégiques. Ce qui donc permet donc de dire que la guerre que l'Occident engage en Afrique est une guerre qui l'amène à repositionner. Pourquoi pas à reconfigurer l'architecture de leurs intérêts au niveau de l'Afrique et parfois leur permettre de sécuriser des acquis et pourquoi pas conquérir de nouveaux espaces qui peuvent les amener donc à mieux structurer leurs économies, leur culture et etc. Voilà pourquoi lorsque nous jetons un regard panoramique sur ce qui se passe en Afrique, on se rend compte que depuis au moins les années 90, l'Afrique était abandonnée, l'Afrique était perçue comme un espace d'instabilité, un espace d'insécurité, un espace périphérique dans le monde. Les enjeux internationaux étaient davantage tournés vers l'Europe centrale et vers l'Europe de l'Est, qui venait d'acquérir une nouvelle autonomie avec la chute de l'URSS. Et c'est à partir donc des années 2000 qu'on va voir un retour, on pourrait dire un retour en grâce de ces puissances dites internationales sur le continent africain. Et justement, les années 2000 coïncident avec les débuts des attentats terroristes en Afrique. N'oublions pas les attentats de Mombasa en 97, etc., qui vont donc ramener ces puissances vers l'Afrique.
N'oublions pas aussi le refuge d'Al-Qaïda au Soudan durant les années 98 qui amène donc cette puissance à venir combattre, à venir donc déstructurer les bases logistiques de ces organisations criminelles internationales. Alors, docteur Fabrice Noah, existe-t-il une confusion entre objectifs antiterroristes et objectifs d'accès aux ressources naturelles? Je pense que on peut pas dire qu'il existe une confusion. La réalité, c'est que même si, parce qu'il faut reconnaître que le terrorisme existe. Effectivement, on ne peut pas donner l'impression que il n'y aurait pas de véritables repères de terroristes en Afrique et donc par conséquent que ce serait juste un écran de fumée. La réalité, c'est qu'il existe donc une menace terroriste effective. La preuve, je crois que le collègue l'a parlé avec Al-Qaïda qui, à un moment donné, a été installé au Soudan. Vous vous rendez compte effectivement également que la question de l'immigration en Europe a un grand rapport avec le terrorisme. Effectivement, c'est une menace pour l'Occident. Maintenant, ce qu'on doit se dire, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de guerre qui se fasse gratuitement. Vous savez, on ne peut pas, même s'ils sont des alliés, on ne peut pas être suffisamment naïf pour estimer qu'on viendra faire de la guerre, qu'ils mettraient leur argent, qu'ils mettraient leurs moyens techniques, matériels et financiers, sans à un moment donné songer à se payer. Et donc, je pense qu'effectivement, qu'il peut avoir et qu'il y a toujours derrière des calculs stratégiques et qui peuvent donc justement coïncider avec une volonté effectivement de préemption des ressources naturelles. Je voudrais quand même relever quelque chose pour indiquer que je crois que c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains viennent libérer la France, les gens se rendent très vite compte, je crois que le général de Gaulle, que l'intention des Américains n'était pas simplement de venir libérer les Alliés, mais c'était aussi, à un moment donné, de même les coloniser. C'est de là aussi qu'on peut situer la domination, n'est-ce pas, américaine sur ces Alliés-là. Donc, si vous avez cette lecture, vous comprenez effectivement que quand on vient vous aider, c'est clair qu'on viendra se payer d'une certaine manière et parfois à votre insu. Donc, effectivement, on ne peut pas séparer la question du contre-terrorisme ou de l'antiterrorisme avec, n'est-ce pas, la défense ou si vous voulez, voilà. La protection des intérêts. Voilà. On va justement revenir à ces intérêts. Mais si vous voulez, docteur Yaya, quel est l'objectif de l'Occident dans cette guerre ou même dans cet antiterrorisme ou alors contre-terrorisme? Notamment lorsqu'on vous parlez généralement de guerre, surtout de l'intervention occidentale en Afrique, ça m'amuse souvent, d'autant plus que les gens parlent d'aide. Beaucoup d'aide. L'Occident vient aider l'Afrique. L'Occident vient sauver l'Afrique. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de coopération, selon vous? Il s'agit d'une coopération militaire qui est bâtie sur la protection des intérêts vitaux des États occidentaux et des États africains. L'Europe ne vient pas nous sauver, l'Europe ne vient pas nous aider, d'autant plus que dans la guerre que l'Occident mène en Afrique, il se pose généralement une question. Et la question est la suivante. Qui définit l'ennemi? Qui est l'ennemi à combattre? Lorsque vous posez généralement cette question, vous allez vous rendre compte qu'il y a une ambivalence, une inadéquation entre l'identification de l'ennemi selon les États africains et l'identification de l'ennemi suivant ce qui vient, suivant le bloc occidental qui arrive. Généralement, donc, les États africains se trouvent floués. Et ceci arrive généralement parce que nous n'avons pas ce qu'on peut appeler l'autonomie stratégique. Alors, on va certainement revenir aux leçons pour l'Afrique de la défense de cette guerre de l'Occident contre le terrorisme. Docteur Fabrice Noah, comment expliquer ou interprétez-vous les hésitations et les désaccords de certains pays occidentaux sur les raisons de cette guerre-là? Non, il faut reconnaître effectivement, on a parlé de la question des intérêts et l'engagement sur le terrain des opérations va être fonction effectivement de l'intérêt qu'on a. Vous allez vous rendre compte que les pays scandinaves généralement ont moins intérêt à s'associer à cette guerre que les pays d'Europe centrale, que les États-Unis. Donc ça, c'est en fonction également d'un certain nombre de priorités en termes de sécurité, en termes de défense. Ce qu'il faut également reconnaître, c'est que il est toujours assez compliqué pour des pays occidentaux de justifier une guerre sur un terrain à plusieurs kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres de son territoire.
Vous avez surtout, et ça c'est le grand débat aujourd'hui en France, des Français demandent aux autorités de leur expliquer la pertinence de la lutte contre le terrorisme au Mali. Quand on voit le bilan humain de ce conflit, c'est la même chose qu'il y a eu avec, vous savez, le repli des Américains en Afghanistan aussi, c'est dû au nombre de morts qu'il y a eu là-bas, parce qu'il y a eu effectivement énormément de morts, et vous ne pouvez pas justifier une guerre sur la durée si elle est aussi mortelle que celle-là. Et donc, vous avez un concept aujourd'hui, si vous voulez, une volonté pour un certain nombre de pays occidentaux de faire ce qu'on appelle la guerre sans perte. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans les guerres sans perte. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans le cas, par exemple, de la lutte contre le terrorisme en Afghanistan, ce que les Américains ont fait surtout à partir de Barack Obama, c'était qu'on faisait surtout des opérations, des frappes aériennes avec des drones. Vous voyez, parce qu'il faut éviter effectivement que des gens meurent. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Afrique. Voilà. Les États-Unis apportent un soutien plutôt technique. Docteur Yaya Ntianjemi, comment expliquer que l'engagement de l'Occident en Afrique contre le terrorisme produise l'effet inverse? On sera tenté de dire qu'il y a une sorte d'entretien de la menace terroriste. C'est trop dire? Non, ce n'est pas du tout trop dire. Et c'est généralement la question rentre dans l'opérationnalisation de la stratégie globale. Vous allez observer, aucune puissance dite étrangère ne peut vaincre, ne peut gagner une guerre hors de son territoire. Lorsqu'une armée occidentale s'engage, à un moment donné, il y a enlisement. Ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas gagner, parce qu'elles manquent de moyens. Non, c'est parce qu'il y en a une certaine résilience terroriste. Et lorsque la résilience s'installe, ça s'installe dans la durée. Vous allez voir que l'opération Serval au Mali, depuis 2013, nous sommes en 2022. Donc, l'opération qui a été transformée en Barkhane en 2014 précisément. 2014 précisément. Vous allez voir que ça s'est installé dans la durée. Et lorsque ça s'installe dans la durée, les populations se lassent. Et lorsque les populations se lassent, il y a des voix discordantes. À partir de là, l'opinion publique estime qu'il y en a il y a un entretien de la menace terroriste pour des objectifs autres. Or, ça peut être une lecture qui est opérationnelle, mais d'autant plus que dans certains cas, et surtout le cas de Barkhane, Serval plus Barkhane était de forces interventionnistes rapides pour pouvoir réguler une situation. Arrêter la menace terroriste qui visait à renverser complètement l'État malien. Dès lors que cet objectif avait été atteint, il fallait passer à une autre étape. Et l'autre étape était d'associer les forces maliennes, d'associer la MISMA et plus tard la MINUSMA dans l'organisation générale de la défense territoriale malienne. Et à chaque fois qu'on libérait un espace, il y avait de la peine à instaurer l'autorité de l'État représentée par la gendarmerie, la police, etc. Ce qui fait que dès que vous tournez le dos, les mêmes terroristes que vous venez de chasser reviennent s'installer. C'est donc la guerre perdue. Docteur Fabrice Noah, pourquoi l'Occident ne se désengage-t-il pas totalement même de la zone? Non, je crois que le véritable problème également, c'est que une fois que la guerre, la lutte antiterroriste est engagée, on est dans un cercle vicieux. Parce que vous savez, si vous vous désengagez aujourd'hui et qu'il y a attentat demain, et qu'on se rend compte que c'est justement c'est en rapport avec votre désengagement, vous n'avez pas de moyen de justifier ou d'expliquer à la population pourquoi ce désengagement. Vous savez aujourd'hui que le retrait des troupes américaines en Afghanistan ne fait pas consensus. Il y a des gens qui disent ok, il était temps, mais il y a d'autres personnes qui disent effectivement que c'est ce retrait-là qui est la cause aujourd'hui de l'arrivée au pouvoir des talibans qui, ma foi, pose plus de problèmes que de solutions. Et donc, je pense qu'il faut comprendre que les pays, n'est-ce pas, sont un peu enfermés dans cette réalité aujourd'hui. C'est très difficile de rebousser chemin si effectivement on a l'impression que la menace persiste. Ça, c'est la première des choses qu'il faut reconnaître. La deuxième des choses également, c'est que il faut savoir effectivement que la lutte contre le terrorisme ne peut pas ou ne fait pas l'économie de projection géopolitique ou de projection stratégique.
vous ne verrez que très difficilement la France se retirer totalement du Mali parce que stratégiquement, la France a intérêt à rester dans la zone. Alors justement, quels sont les enjeux de la guerre de l'Occident contre le terrorisme en Afrique? Je pense que s'il faut aller au cas par cas, le cas, par exemple, français, c'est déjà que la France souhaite demeurer la puissance régulatrice, la grande puissance régulatrice. C'est un enjeu géopolitique. C'est un enjeu effectivement géopolitique. Vous avez le malheur que si vous êtes engagé sur un terrain et que vous le laissez, il ne restera pas vague très longtemps. Il y a la Russie, il y a la Chine qui pourront venir vous remplacer et faire le travail à votre place. Et donc, votre réputation, votre rayonnement international va en prendre un coup. Donc, effectivement, il y a aussi une guerre de positionnement en Afrique qui justifie le fait que vous savez très bien que c'est pas un hasard si justement au Mali, une ancienne colonie française, c'est la France qui s'y est engagée en premier lieu, en premier ressort pour combattre le terrorisme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans la plupart des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, il y a d'abord la France qui est présente. Si vous avez le cas des pays du Moyen-Orient, parce que effectivement il y a un projet de domination, si vous voulez, de reconstruction. Je parle de reconstruction aux normes occidentales ou si vous voulez aux normes américaines. Vous avez le projet du Grand Moyen-Orient. Donc vous avez ce projet de reconstruction du Moyen-Orient par les États-Unis et donc par conséquent ça justifie le fait que s'il y a une guerre là-bas, que les Américains soient au premier plan. Donc vous voyez, en fonction du partage du monde, effectivement, on verra un engagement dans la lutte contre le terrorisme qui aura une coloration soit française, soit une coloration américaine. Et donc, effectivement, les grandes puissances ont tout intérêt à rester, à maintenir, à stabiliser leur position, n'est-ce pas, aux motifs divers, mais c'est surtout parce que la compétition est rude et donc il faut pas laisser de place. Est-ce que vous ne voyez pas d'intérêt géoéconomique et même géostratégique? Oui, je crois que tous ces intérêts-là s'imbriquent, effectivement. Tous ces intérêts. Quels sont ces intérêts, par exemple? Au niveau, s'il faut parler des intérêts géoéconomiques, d'abord, vous savez que la présence des militaires sur un territoire vise également à apporter la stabilité qu'il faut pour que les entreprises viennent s'installer. Donc, si vous voulez que vos entreprises gagnent des marchés, si vous voulez effectivement que vos entreprises puissent toujours bénéficier de l'espace propice pour le développement de leurs activités, il faudrait effectivement qu'il y ait une stabilité sur le plan militaire. Il faudrait qu'il y ait une stabilité sur le plan politique et donc la lutte contre les groupes terroristes qui viennent remettre en question cet équilibre-là vous permet effectivement de préserver ces parts de marché. Donc, il y a ces questions. Il y a même également la projection des pays comme la Russie ou comme la Chine qui, effectivement, comme je l'ai dit, permet également à des entreprises de se positionner. Vous avez aujourd'hui la firme Wagner qui vient en appui aux forces maliennes, mais... Alors, firme Wagner, les autorités maliennes n'ont pas encore confirmé leur présence tout de même. On sait qu'elles ne confirmeront jamais, voilà. Donc on n'a pas besoin qu'elles le fassent. Docteur Yaya, sur cette question d'enjeu, est-ce que vous voyez des enjeux idéologiques et sécuritaires là-dedans? Exactement. N'oublions pas que nous sommes dans la phase d'occidentalisation du monde. C'est-à-dire lorsqu'on parle de l'universalisation. L'universalisation renvoie à la planétarisation des valeurs occidentales. Donc, l'Europe est porteuse de cette vision, de cette idéologie et qui voudrait l'imposer partout dans le monde. C'est donc une guerre purement idéologique. Deuxième chose, lorsque vous avez parlé Quand vous dites c'est une guerre purement idéologique, ça veut dire que c'est une guerre qui oppose des blocs idéologiques. Lorsque vous avez lu Samuel Huntington dans Le choc des civilisations, il avait déjà défini la carte de conflit post-guerre froide. Et je pense que nous ne dérogeons pas à cette carte. Il avait bien identifié qu'à l'avenir, la civilisation arabo-islamique entrera en choc contre la civilisation judéo-chrétienne. Et que cette remise en cause des valeurs occidentales, des valeurs chrétiennes, des valeurs judaïques, amènera généralement les États occidentaux à pouvoir leur faire la guerre. Et c'est où nous allons. Lorsqu'on parle de la guerre contre le terrorisme islamique, c'est parce que dans la philosophie même de l'État,
l'État qui a été importé en Afrique, c'est une philosophie qui est structurée sur les valeurs judéo-chrétiennes. Or, lorsque vous voyez l'idéologie islamiste, prônée par les djihadistes, les terroristes, c'est une remise complètement en cause de cette structure, de cette nomenclature de l'État, qui cherche donc à pouvoir faire émerger une nouvelle dynamique, une nouvelle vision, une nouvelle culture de l'État, fondée cette fois-là sur les valeurs dites de l'islam. Donc là, nous sommes dans une guerre purement idéologique. Alors, oui. Deuxième chose, lorsqu'on voit donc les enjeux économiques. Sécuritaires, je préfère. Les enjeux sécuritaires. Je préfère parler des enjeux stratégiques. Les enjeux stratégiques visent donc à reconfigurer. Visent donc à pouvoir structurer des nouveaux rapports de force entre les différents acteurs ou partenaires. Le cas du Mali est un cas d'école. C'est la même chose qui se passait en Centrafrique. Au Mali, nous avons la France. Bon, derrière la France, il y a tout le bloc occidental. Oui. Et de l'autre côté, vous avez la Russie. Et l'acteur qu'on ne cite pas généralement, c'est la Turquie. Parce qu'on oublie que la Turquie est au Mali. La Turquie est au Mozambique. La Turquie est en Libye. Et à côté donc de ces acteurs, vous avez également la Chine, qui est en train de se positionner en Afrique. Cette guerre de positionnement donc nous amène à pouvoir redéfinir le bloc opérationnel de la carte des interventions occidentales dans notre continent. Et quand je parle donc de ça, j'ai généralement de la peine parce que je ne vois pas émerger un projet géopolitique africain qui est porté par l'Union africaine pour pouvoir insérer au sein de cette dynamique globale la vision africaine. Et c'est généralement là où j'ai de beaucoup de peine. Nous, intellectuels aujourd'hui, nous devons sensibiliser nos leaders politiques à pouvoir nous faciliter une certaine opérationnalisation de notre carte idéologique, de notre carte sécuritaire, de notre carte géopolitique, pour pouvoir nous prendre nous-mêmes en charge, définir nos propres intérêts, définir nos propres champs d'intervention, pour pouvoir, réduire au maximum la présence étrangère sur notre sol. Docteur Fabrice Noah, les instruments de cette guerre sont entre autres les bases militaires. Selon vous, ce sont des instruments géopolitiques, ces bases militaires? Non, effectivement, c'est des éléments de projection de la puissance. C'est des éléments de projection de la puissance. Vous avez, quand vous essayez de regarder la plupart des pays africains, il y en a une grande partie, effectivement, qui abrite des bases militaires. Et vous savez qu'en matière justement de guerre, en matière de projection stratégique, la base militaire, c'est en fait, c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel. Si vous voulez mener une guerre, effectivement, en Afrique, vous avez plus intérêt à faire décoller vos avions des bases militaires déjà situées en Afrique plutôt que de leur faire faire plusieurs kilomètres, n'est-ce pas, à partir de bases que vous aurez dans votre pays. Donc, effectivement, c'est des éléments, c'est des facteurs, c'est des éléments de projection. Et effectivement, lorsque vous avez sur votre terrain une base, dites-vous effectivement que vous faites le jeu de celui qui a cette base. Parce que dans les bases, il y a non seulement du matériel qui est entreposé, il y a également même des éléments d'espionnage qui sont mis en place. Et donc, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas indifférent. Il faut donc être prudent. Alors, la Russie et la Chine sont-elles perçues comme une menace au projet géostratégique des pays occidentaux dans cette guerre contre le terrorisme en Afrique, selon vous? Oui, je pense que c'est vrai. Si on prend en considération les intérêts ou, si vous voulez, les enjeux de cette guerre, c'est clair que la Russie et la Chine sont considérées comme des menaces pour à la mise en œuvre effective des stratégies contre-terroristes occidentales. Et c'est ça qui démontre effectivement le caractère subjectif de cette guerre. Parce que si le terrorisme est une menace globale, alors il faut nécessairement que la réponse soit également globale. Elle doit mettre... Dixit Paul Biya. Voilà. Elle doit être globale, elle doit être consensuelle, elle doit être
faites en coalition. Mais du moment où vous avez des pays qui vous donnent l'impression que, qui vous donnent l'impression qu'elles ont ces pays ont plus de légitimité à se battre contre la menace terroriste que d'autres sur un territoire, ça veut dire qu'il y a des questions qu'il faut se poser. Et effectivement, ces interrogations ne sont pas déplacées. Effectivement, il y a des intérêts, et c'est parce qu'il y a des intérêts à préserver que la Russie et la Chine peuvent apparaître aux yeux de certains comme des menaces, effectivement, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce qu'il faut craindre même un grand jeu, c'est dit, un affrontement entre bloc occidental et les nouveaux acteurs? Je pense que dans la configuration actuelle du monde, c'est très improbable quand même. Au regard de ce qu'on a, vous savez, nous sommes dans un système qui n'est pas différent de l'équilibre de la terreur. Et donc, effectivement, il faut pouvoir, quand on s'engage, faire l'évaluation des bénéfices, mais également des coûts potentiels. Et donc, si les coûts sont plus importants, si les risques sont plus importants que les bénéfices qu'on peut en tirer, on n'a pas intérêt justement à engager le combat. Et donc, je pense effectivement que on risque d'arriver malheureusement à une situation de chaos dans un certain nombre de pays, tel par exemple que ce qui se voit en Égypte aujourd'hui. Je parle pas de l'Égypte, en Libye aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce désaccord-là entre les puissances, alors qu'il y avait eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce désaccord-là donc a entraîné ce que vous voyez aujourd'hui, avec un engagement de la Russie, un engagement de la Chine, un engagement de la Turquie, ainsi de suite. Voilà. Docteur Yahya Ntang-Diémilly, on va sortir par cette question. Quelles leçons la guerre de l'Occident contre le terrorisme en Afrique donne-t-elle à l'Afrique de la défense? La leçon majeure, à mon avis, est que vous parliez d'une certaine opérationnalisation stratégique au niveau de l'Union africaine. Exactement. Je pense que l'Union africaine définit un ensemble d'objectifs, notamment l'objectif 2060. Et lorsque vous lisez cette programmation stratégique, c'est pour que d'ici 2060, que l'Afrique ait au moins atteint les capacités de se prendre elle-même en charge. Et pour y arriver, il va falloir donc construire une forme d'intégration beaucoup plus poussée. Il va falloir développer entre les États africains une certaine intégration économique, une certaine intégration politique qui viserait donc à ce que notre pays, notre continent soit plus solidaire, notre continent soit plus intégré, soit plus solidaire des problèmes qui puissent nous arriver. Les solutions ne viendront jamais d'ailleurs. Et je vais dire ceci généralement, quelques secondes. Je dis ceci généralement, pour le moment, l'Afrique est un glacis stratégique dans lequel les puissances internationales s'affrontent au détriment de nos propres intérêts. Alors, docteur Fabrice Noah, votre point de vue sur cette question-là, quelle est la leçon de cette guerre aujourd'hui pour l'Afrique de la défense? Je pense que la principale leçon, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. On a perdu trop de temps et il est véritablement plus qu'urgent que les mécanismes en rapport avec la sécurisation de l'espace africain par les Africains, la force africaine en attente, effectivement tous ces mécanismes-là puissent être mis en branle pour que les Africains puissent régler eux-mêmes leurs problèmes. Merci bien, docteur Fabrice Noah. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste de la géopolitique des ressources naturelles, auteur avec le professeur Tchétoua Chokonte II, Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. Le second invité était le docteur Yahya Ntang-Diémilly, historien, spécialiste des questions de sécurité en Afrique centrale. Jeux et enjeux touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. À samedi, 10h, pour une nouvelle édition. Au revoir.